Comment cela se fait-il? Parce que je connais ce genre de pratique, en tout cas les résultats, et je sais à quel point elles peuvent marcher. Et en même temps, de voir que dans nos établissements scolaires, et ça dès le plus jeune âge, on a des enfants qui sont en hyperactivité, déficit d'attention, ou là aussi, qui ont une vision d'eux-mêmes qui est très basse, un manque de confiance en eux. Dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'instaurer à l'école, et ça peut-être à travers des exercices dès le plus jeune âge justement, pour se défaire de ces conditionnements, de ces tocs de langage, voire du corps, que les parents, malgré le fait qu'ils font certainement, j'imagine, le meilleur pour leurs enfants, eh bien, lèguent malgré eux. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'instaurer ce genre d'exercice, si je puis dire, auprès de l'éducation? Alors, d'abord, il faudrait peut-être que je rentre dans la technique et je ne suis pas très préparé pour vous en parler comme ça. C'est-à-dire, globalement, si vous voulez, le génie, il a une stratégie. Je vais vous expliquer. Le génie, il y a la stratégie du génie. On peut apprendre la stratégie du génie au cancre, au tout dernier cancre, et il peut avoir cette stratégie. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Un génie, par exemple, on sait que, par exemple, très souvent, ça va être sa stratégie, c'est visuel. Le sens, donc visuel, il voit, et puis il sent que c'est vrai. Ou il sent, il compare, il sent. Ok. Maintenant, c'est très rapide ça comme stratégie. C'est comme une grammaire, c'est une véritable grammaire. C'est une syntaxe Une visuelle, gymnastique. voilà, visuelle, etc. Prenons un cancre. Qu'est-ce qu'on appelle un cancre? Parce qu'il n'y a pas de cancre, c'est honteux de dire un cancre, mais j'utilise le terme pour choquer. Quoi. Bon, c'est quoi un cancre? C'est quelqu'un, par exemple, qui, en fait, il voit ce qu'il y a sur le tableau. Après, il va rentrer en lui. Il va comparer avec ce qu'il connaît. Et ensuite, il va se dire, auditif. Là, il a comparé, donc c'est déjà kiné. Ensuite, auditif. Il va se dire, ah, ça se compare à ça. Après, il va encore une fois regarder par rapport à l'interne, qu'est-ce qu'il connaît. Et après, eh bien, il perd tout. Il ne comprend pas. L'autre, il a fait visuel, visuel kiné, visuel, il a senti, il a compris. L'autre, il s'est engagé dans un processus de grammaire dans sa tête, c'est en PNL qu'on le démontre, où il voit, je donne comme ça n'importe quelle grammaire, si vous voulez. Chacun, il a sa propre grammaire, il faut la détecter, si vous voulez. Derrière, il va comparer. Après avoir comparé, il va visualiser comment c'est le mot. Entre-temps, il va se parler. Entre-temps, il y a le prof qui a déjà donné la deuxième phrase de dictée ou il a déjà continué son cours. Il l'entend plus puisqu'il s'entend à lui-même. Il est en train de travailler dans son truc. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va louper une partie de la phrase, de l'explication. Il va rentrer chez lui, il n'a rien compris. On va lui dire, t'es un cancre. Mais non, c'est tout simplement la façon dont il a capté, la façon dont ils ordonnent la séquence de compréhension est totalement différente. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui prendre la stratégie du génie et on va l'installer. Et ça va marcher. Alors il faut la faire quelquefois. C'est un travail à faire. Parce que je note que à l'heure actuelle, et surtout dans le milieu des affaires, il y a énormément de formations auprès d'hommes d'affaires qui, alors que ça peut être la PNL ou des formations managériales sur justement comment fonctionne l'esprit humain, ce genre de choses. Et je trouve ça moi fascinant. Et je ne saisis pas que cela ne soit pas enseigné auprès des enfants pour qu'ils apprennent à mieux se connaître, qu'ils apprennent à mieux optimiser leurs possibilités, savoir, je crois que c'est en seconde, on demande aux jeunes adolescents, alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais comment savoir ce que l'on veut faire si déjà on ne se connaît pas, enfin on parler, mais qu'on ne sait pas dans quelle mesure on a confiance en soi, dans quelle mesure on a nos limites, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, dans quelle mesure est-ce qu'on a une bonne image de soi. C'est essentiel l'estime de soi pour pouvoir avancer dans la vie et pour pouvoir, entre guillemets, réaliser ses rêves. Quand vous parlez du génie qui lui visualise, il a cette possibilité justement de visualiser dans l'avenir, de quelque chose de totalement abstrait, de pouvoir faire des chemins de traverse pour arriver à cette visualisation qui n'a pas encore peut-être été mis en pratique pour le coup. Alors, tout d'abord, si vous voulez, comment ça, il faut interroger nos fameux dirigeants. Vous savez très bien qu'en France, nous sommes extrêmement traditionnels. Il faut savoir que nous avons un système de formation extraordinaire sur le plan de la connaissance. C'est-à-dire, le bac français est un bac, par exemple, est extrêmement riche et très très fort. Bon, alors,
Nous, on a fait de nous, si vous voulez, un réservoir de connaissances formidable et culturel, parce qu'on a toujours favorisé la culture et la connaissance assez approfondie et théorique. La pratique, on n'est pas extraordinaire, si vous voulez. La France engendre d'excellents polytechniciens, elle engendre d'excellents chercheurs, peut-être les premiers au monde. Par contre, dès qu'il s'agit, si vous voulez, de faire quelque chose qui marche facilement, on n'apprend pas la façon pratique des Américains. Moi, j'ai suivi les deux systèmes, j'ai eu mon bac et C, j'étais le premier, et puis je suis passé à l'autre versant qui est le système américain. J'ai fait mes études au Technion en Israël, qui est une des premières facultés dans le monde, une des 15 premières dans le monde dans ce que j'ai fait. Et je peux vous dire que j'ai été sidéré. La première fois, j'ai reçu, si je me rappelle bien, peut-être je me trompe, en moins de 1 heure, on devait résoudre 10 problèmes, tandis que, si je me rappelle bien, au bac, on devait avoir 2 petits problèmes et un grand problème, ça devait prendre 3 heures ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, donc on aime bien approfondir énormément. Et là-bas, c'était tout de suite pratique. Il fallait tout de suite arriver à des choses pratiques, etc. Donc, si vous voulez, nous avons tendance en France à vouloir privilégier la culture et pas l'esprit ou la connaissance de soi. On en parle intellectuellement, même lorsque vous avez ces fameuses dissertations qu'on nous donne, qu'on nettoie toi-même, que j'ai eu moi-même à mon bac blanc. Eh bien, je peux vous dire qu'on en disserte, mais comment? Mais on en disserte avec le mental. On ne disserte pas avec le vécu. C'est-à-dire, on disserte de façon cartésienne. Et là, je vais m'expliquer, c'est très important, parce qu'on avait parlé de conscient, d'inconscient, de mental, etc., pour positionner bien les choses. Si vous voulez, si on prend Descartes, quand il a dit cogito ergo sum, c'est-à-dire je pense donc je suis, en réalité, il a fait plusieurs erreurs qui se sont répercutées jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, lui, il était parti des philosophies qui étaient auparavant, qui étaient de type sceptique, comme la Kabbale, la Kabbalah ou d'autres théories de ce type-là. Montaigne était formé à la Kabbalah, par exemple. Il connaissait très bien la Kabbalah, des gens comme ça. Bon. Et qui disait, mais au fait, supposons que cette table n'existe pas, que vous n'existez pas en face de moi, que c'est uniquement une chose de mon esprit, un peu comme lorsqu'on est en train de rêver la nuit. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Bon, il dit, supposons que tout ça est vrai, c'est comme ça qu'il fait durant un gros traité comme ça, et puis à la fin il dit, il y a quelque chose de sûr. Il y a ici pensée, il ne peut pas encore dire le je, il dit, il y a ici pensée, pensée égale être, être, maintenant, puisqu'il y a être, on peut mettre le je, donc je. Et maintenant, après, il reprend, il a prouvé le je, et ensuite il dit, je pense, donc je suis. Ça paraît très logique. C'est totalement faux. Parce qu'à un certain moment, on se pose la question, mais qui est-ce qui constate qu'il y a pensée? Mais c'est le jeu qu'il veut prouver. Qui constate? C'est le jeu, c'est lui-même qui constate qu'il y a pensée. Donc il fait préexister son jeu à lui pour prouver son existence après. Ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Kant qui dit. Kant qui a vécu à peu près au niveau de la Révolution française. Donc c'était une erreur, et avec cette erreur-là, on est parti jusqu'à maintenant, et on continue. Tout le monde fonctionne de façon cartésienne. Mais regardez aussi à quoi nous limite Descartes. Descartes, au fait, en réalité, quand comment dirais-je, il limite la conscience à ce mental, eh bien, il fait une erreur phénoménale. Le mental n'est qu'un outil de la conscience, et un tout petit outil par rapport à la conscience. Or, en réalité, le mental que nous avons, cartésien, nous fait croire que c'est lui le tout de la conscience. Et c'est ça l'erreur. Parce qu'en réalité, lorsque, par exemple, on est en situation d'hypnose humaniste, ou lorsqu'on est en situation d'hypnose. Ou en auto-hypnose, je fais des formations d'auto-hypnose. Les gens, en auto-hypnose, à un certain moment, ils s'observent en train de lever, par exemple, le bras. Mais ils se lèvent, mais ils s'observent. Donc, c'est-à-dire il se lève tout seul, comme ça va tout seul. C'est-à-dire, c'est l'inconscient qui le lève tout seul. Ce matin, j'avais une patiente pour discuter avec son inconscient, par exemple, on établit un signe. Quand c'est fait, l'inconscient fait bouger le doigt. Eh bien, ça bouge tout seul. C'est l'inconscient qui me donne, il me dit oui avec le doigt droit, non avec le doigt gauche. J'établis avec lui un dialogue comme ça. Bon. Mais, au fait, qui est-ce qui observe? Qui est l'observateur
qui constate que ce bras-là, quand je suis sous hypnose, il est en train de monter. Mais c'est la conscience. C'est la conscience de la personne qui est consciente de son existence en elle-même. D'accord? C'est extraordinaire. Et c'est cette conscience, avec un grand C, c'est pas la conscience comme on le dit, avec un grand C, au fait qu'en réalité, qui se connecte, si on peut aller un peu plus loin selon les approches jungiennes, pas avec les approches freudiennes, les approches jungiennes ou avec les approches de type Kabbalah ou avec les approches de type bouddhiste ou avec les soufistes ou le chi, les Indiens, bon, tout ça fait que cette grande conscience nous permet de nous connecter à ce qu'on appelle l'inconscient collectif. D'accord? Ok. Et là, on peut carrément aller prouver que nous sommes tous interconnectés.